Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce 4e webinaire organisé dans le cadre du Safari des métiers du numérique 2021. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle intervention et une nouvelle table ronde avec 3 partenaires du Safari des métiers du numérique 2021. Avant de les présenter, petit rappel de l'événement pour ceux et celles qui nous rejoignent pour la première fois. Le Safari des métiers du numérique est un événement annuel dédié à l'emploi et la formation dans la filière numérique à destination des profils en reconversion professionnelle. L'objectif est bien de réunir sur une même journée, dans un même lieu, l'ensemble des acteurs et actrices de l'écosystème numérique, entreprises, organismes de formation et partenaires dans l'emploi, pour vous aider à enclencher efficacement votre projet de reconversion professionnelle. Donc, en attendant de vous retrouver le 21 septembre prochain à la Halle 6 Ouest, nous vous proposons de découvrir tous les partenaires de cet événement et comprendre comment ces structures s'engagent en faveur de la reconversion professionnelle. Et oui, normalement, le Safari des métiers, c'est aussi des visites en entreprise en présentiel. La crise sanitaire a un peu bousculé le programme. Donc aujourd'hui, on vous propose de découvrir l'ensemble des acteurs et actrices en visio, en prévision de votre venue le 21 septembre prochain. Et donc, pour ce nouveau webinaire, on accueille aujourd'hui Simplon, l'école de formation, l'école Simplon, AESI et Centrale Nantes, donc 3 structures engagées en faveur de la reconversion, avec leurs témoins qui ont enclenché aussi un projet de reconversion. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de vous aider à mieux comprendre cette démarche, ce processus, et répondre à toutes vos questions. Alors, Lyubov de l'école Simplon a quelques soucis de caméra, donc on n'aura pas l'occasion de le voir, mais en tout cas, il est bien là. Avant de commencer, j'aimerais vous repartager quelques chiffres clés. 85%, c'est vraiment 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est un chiffre vraiment très intéressant quand on parle de reconversion et quand on parle de métiers du numérique. Donc 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore et on estime qu'une bonne partie de ces futurs métiers seront dans le numérique. Dans ce contexte, la connaissance du secteur, l'accès à la formation initiale ou continue restent des enjeux prioritaires pour permettre à tous et à toutes d'intégrer le champ du numérique. Quelques chiffres clés issus de l'Observatoire régional des compétences du numérique, qui est piloté par ADN Ouest, aussi organisateur du Safari des métiers du numérique. Donc, selon cette étude, 7% des emplois en Pays de la Loire, le numérique, représente 7% des emplois en Pays de la Loire, soit 103 000 emplois. En 2020, les entreprises ont majoritairement recruté sur 3 postes, le développement et test, le développement commercial et le marketing communication digitale. Donc, malgré la crise sanitaire, c'est des sujets qui reviennent souvent. La crise sanitaire a évidemment impacté les recrutements sur l'année 2020, mais le numérique reste quand même un secteur qui recrute et les perspectives à 3 ans sont plutôt favorables. Ça va être l'objet aussi de nos échanges d'aujourd'hui. Voilà pour la petite introduction. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, on accueille 3 structures partenaires du Safari des métiers du numérique 2021. AESI avec Karine et Lolita et Paul. Bienvenue. On accueille aussi Simplon avec Lyubov et Romain. Et nous accueillons aussi Centrale Nantes avec Laetitia et Inès. Merci pour votre présence. Alors, avant de laisser la parole aux témoins et de répondre aux questions sur la reconversion, petit tour de table pour vous présenter. Je vais commencer par Centrale. Est-ce que Centrale Nantes peut présenter son activité et en quelques mots qui elle est? Avec plaisir, Mélissa. Bonjour à tous et toutes. Alors, Laetitia Riveraud, je suis chargée de projet formation donc, au pôle formation continue Centrale Nantes. C'est vrai que Centrale Nantes est connue pour être une école d'ingénieurs, mais elle a depuis 2014 une activité de formation continue, notamment développée pour proposer des formations sur mesure qui viennent répondre aux besoins en recrutement des entreprises, particulièrement sur le territoire en effet Pays de la Loire. Et depuis 2016, on propose différents parcours qui préparent à des métiers du numérique. Actuellement, nous avons 2 formations qui sont en cours. Nous avons une formation qui s'appelle Web Impulse, qui est une formation labellisée Grande École du numérique, c'est-à-dire qu'elle est accessible à des personnes de moins de 30 ans avec ou sans bac. Notamment Inès, qui est avec nous aujourd'hui, participe à ce programme.
et qui permet également de valider un titre professionnel, le titre professionnel développeur web, web mobile, donc préparant au métier de développeur. Et nous avons également régulièrement des formations montées sur mesure de type POE. Alors, les POE sont plutôt des formations de 400 heures sur 3 mois qui viennent répondre à un besoin aussi en recrutement des entreprises montées sur mesure et qui préparent à un métier. En l'occurrence, là, de nouveau, nous avons une promo là, qui vient de faire sa rentrée de 12 stagiaires qui sont formés au métier de développeur, alors plutôt orienté Java, pour les besoins en recrutement d'une entreprise, l'entreprise Capgemini. On a eu l'occasion de monter d'autres projets avec d'autres entreprises partenaires sur des métiers de développeurs, développeurs interface embarqués, mais également de consultants fonctionnels, notamment avec ASI qui est partenaire aussi de cet événement. Merci Laetitia. On reviendra justement sur les formations proposées par l'école et qui aussi a fait que vous êtes aujourd'hui partenaire de l'événement du Safari. Et merci pour la transition avec ASI. Alors justement, ASI, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Mais tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Karine. Donc, moi, je suis en charge du recrutement avec Lolita chez ASI. Donc, ASI, c'est une société, c'est un cabinet de conseil et d'expertise en transformation digitale qui a été créé en 1993 à Nantes. Donc, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique en proposant des solutions sur mesure dans différents domaines d'activité tels que la digitalisation des processus et des services, la data intelligence et les solutions collaboratives. Nous sommes 450 collaborateurs au national, répartis dans 7 agences, donc le site de Nantes forcément, mais il y a également les agences de Niort, de Bordeaux, de Rennes, de Brest, de Paris et de Lyon. Chez ASI, on a aussi des particularités dans notre organisation puisqu'on fonctionne sous la forme d'un actionnariat salarial. Donc, c'est une entreprise qui est détenue par ses cadres et nous sommes labellisés Happy at Work depuis 2016 et toujours depuis classés dans le top 10 en fait des ETI avec une reconnaissance des collaborateurs de l'entreprise pour la bonne ambiance de travail au quotidien, l'intérêt des projets sur lesquels on travaille, la convivialité, l'entraide et la qualité du management de proximité. Merci beaucoup, Karine. Simplon, Lubov, est-ce que tu peux présenter aussi Simplon ? Oui, bonjour à tous. Merci Mélissa. Donc, je suis Lubov Jacob, directeur régional de Simplon pour les Pays de la Loire et la Bretagne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Simplon, nous sommes une entreprise sociale et solidaire qui a été fondée en 2013 par 3 geeks qui ont eu l'idée d'utiliser le numérique comme un levier d'inclusion et d'insertion sociale. Donc, en proposant des formations gratuites et certifiantes sur tous les métiers du numérique en tension, et ce, en particulier pour les personnes éloignées de l'emploi. Donc, ça peut être pour les jeunes peu ou pas qualifiés, pour les demandeurs d'emploi de longue durée en reconversion, mais également pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir accéder à un métier dans le numérique. Donc, ça va être des personnes, par exemple, réfugiées ou primo-arrivantes, des personnes en situation de handicap. Et on met un accent particulier également sur les femmes qui sont sous-représentées dans la filière numérique. Voilà, donc aujourd'hui, Simplon, c'est plus de 15 000 personnes formées en 8 ans. On a 97 fabriques en France et à l'international. Et à Nantes, on est implanté depuis fin 2019. Donc, on a bénéficié également de la Grande École du Numérique pour proposer des formations développeurs web, développeurs data et développeurs en intelligence artificielle. Merci beaucoup. Alors, Safari des métiers du numérique, événement phare à Nantes pour vraiment permettre aux personnes d'enclencher une reconversion professionnelle. Centrale Nantes, donc école d'ingénieurs depuis 1919, si je ne me trompe pas. Comment Centrale aujourd'hui s'engage en faveur de la reconversion et pourquoi s'être engagé sur ce sujet-là ? Alors déjà, je dirais qu'il y a une volonté forte de l'école de par notre rôle, je dirais, de sensibiliser aussi, de préparer les métiers de demain, enfin voilà, préparer à la formation aux métiers de demain les étudiants, mais aussi en effet là via la formation continue. Ça a été notre objectif. Et puis, quand a été créé en effet en 2014 le pôle formation continue, on s'est aussi dit qu'on allait pouvoir montrer, ouvrir les portes, je dirais enfin, à une école d'ingénieurs en disant que finalement, outre l'école d'ingénieurs, on pouvait s'ouvrir à d'autres publics.
Et notamment, on a participé à beaucoup de projets en faveur de l'inclusion et la reconversion professionnelle. Donc, on a proposé des parcours qui ont été plutôt, je dirais, des parcours préparatoires dernièrement de sensibilisation sur les métiers du numérique, notamment en partenariat avec la Fondation Agissons pour l'emploi, où là, on a accueilli des hommes et des femmes qui étaient tout simplement curieux des métiers du numérique, mais qui étaient encore en marche pour leur projet professionnel, qui avaient besoin de le définir, découvrir les métiers. Donc, on a accueilli des personnes, les âges étaient divers et variés, ça allait vraiment de 20 ans à 58 ans. Et puis, au-delà de ça, les projets de formation reconversion pour les adultes. Donc, il y a là cette formation Grande École Numérique Web Impulse et les parcours POI, donc pour les formations sur mesure qui viennent répondre aux besoins en recrutement des entreprises, où encore une fois, on a une vraie mixité dans les publics. Alors, on a de plus en plus de femmes et on en est ravis. C'est un vrai travail de sensibiliser, communiquer, rendre accessible aussi les métiers numériques aux femmes, leur montrer que c'est possible. Pour certains métiers en particulier, en effet, c'est vrai que certains métiers sont plus accessibles que d'autres. Donc, notamment Inès, qui a participé au parcours, donc la Web Impulse, qui se termine bientôt, qui est en pleine préparation de son projet web et de clôture de formation. Donc, on participe également en parallèle au Safari des métiers, mais également à d'autres événements, notamment la Semaine des métiers numériques, qui est organisée en partenariat avec Pôle emploi. Chaque année, en début janvier, on participe, on ouvre nos portes, on organise des ateliers pour faire découvrir la programmation, par exemple, mais aussi pour permettre des rencontres entre des professionnels. Nous avons des intervenants qui viennent, qui sont en interne, mais qui sont aussi à l'externe, qui sont des partenaires en poste, professionnels du développement ou dans d'autres secteurs, dans le domaine SI ou consultant. Et on favorise l'émergence de projets professionnels dans ce sens. Merci beaucoup, Laetitia. Alors, ASI, vous êtes partenaire du Safari des métiers du numérique depuis presque le début. Vous êtes aussi partenaire sur l'édition de Brest qui aura lieu le 28 septembre, une semaine après l'édition de Nantes. Comment facilitez-vous le recrutement et l'intégration des profils issus de la reconversion dans votre entreprise et quels sont les métiers qui recrutent sur ces profils-là? Alors, on recrute sur différents métiers du numérique. Alors, tout d'abord en maîtrise d'ouvrage, avec des consultants fonctionnels, des product owners, des business analysts, ainsi que des web designers ou même des consultants spécialisés sur les parcours utilisateurs ou en conduite du changement. Puis en maîtrise d'œuvre, avec aussi des concepteurs développeurs, des experts techniques et des architectes, et aussi des chefs de projet et des scrum masters, donc spécialisés sur l'agilité. Pour ce qui est de l'intégration des collaborateurs, et notamment pour les personnes issues de la reconversion professionnelle, chacun bénéficie d'une intégration personnalisée, donc corrélée à des actions de formation qui vont être adaptées à leur métier et aux solutions qu'ils vont utiliser au quotidien. Et cela, ça s'intègre dans la IC Academy. Donc, c'est un programme qui vise à accompagner la trajectoire de tout à chacun tout au long de leur carrière et qui leur donne la possibilité de participer à différents types de formations en présentiel et à distanciel avec des MOOC, des masterclass ou encore du micro-learning par le biais d'un parcours à plusieurs niveaux. Et par exemple, pour les développeurs que nous avons intégrés et qui étaient issus de la reconversion, le plus souvent, ils démarrent par un projet concret sur un sujet client, donc intégrés dans une équipe projet. Et ils sont accompagnés par leurs pairs qui sont plus expérimentés, en plus d'un parcours de formation qui est dédié. Merci beaucoup. Lyubov, chez Simplon, rendre le numérique accessible à tous et toutes fait vraiment partie de votre ADN, ce que tu as expliqué tout à l'heure. Quel est l'objectif de vos formations? Qui s'inscrit dans ce type de formation et quels sont les résultats après peut-être 1 an ou 2 ans, notamment à Nantes? Alors, l'objectif principal de nos formations, ce qu'on vise, c'est d'avoir le maximum d'impact social. Donc, on vise une sortie positive la plus élevée possible. On mesure ça par le taux de sortie positive à l'issue, à 6 mois après la fin d'une formation. Donc, on est à 68% depuis la création de Simplon, 68% de sorties positives, c'est-à-dire de personnes qui retrouvent un emploi, en CDD ou en CDI, ou qui vont vers une suite de parcours de formation. Après, sur les publics, on a donc 85%, ce sont des demandeurs d'emploi, qui, pour moitié, un peu plus de la moitié, sont juste de niveau bac ou infra-bac, n'ont pas eu un parcours académique universitaire. On a également un peu plus de 10% de personnes étrangères sous nos formations et 9% de personnes en situation de handicap. Donc, principalement, ce sont des jeunes
Et on va avoir quand même des personnes qui sont voilà, en reconversion. Et donc, par exemple, on a 10% de personnes qui ont plus de 45 ans sur nos formations. Et également, on vise la parité homme-femme sur l'ensemble de nos formations. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. On est à 42% de femmes, voilà, historiquement, depuis la création de Simplon sur l'ensemble de nos formations. Merci beaucoup. J'aimerais aussi revenir un peu sur, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, la crise sanitaire a impacté les recrutements, ça a un peu redistribué les cartes. Chez ASI, quel a été l'effet du Covid sur les recrutements? Comment ça s'est passé et comment votre démarche d'intégrer des profils en reconversion a été aussi soit revue ou réorganisée à la suite de la crise? Et comme pour beaucoup d'entreprises, la crise sanitaire a freiné nos recrutements en 2020, même si nous avons maintenu les entrées des personnes qu'on avait recrutées avant le début de la crise, et ça a eu pour conséquence de ralentir le recrutement et notamment ceux des personnes issues de la reconversion. Maintenant, je dirais que pourquoi? Parce qu'on a jugé que la mise en place du télétravail à 100% pendant plusieurs mois avec une succession de périodes de confinement nous a rendu plus difficile l'accompagnement et la montée en compétences des personnes, notamment les plus juniors dans leur métier. Et même si on a maintenu toutes les formations internes, les points de suivi, les points d'échange, faut se l'avouer que c'était quand même beaucoup plus compliqué, et on a préféré axer nos recrutements plutôt sur des profils expérimentés. Aujourd'hui, on voit une embellie. Faut quand même se rappeler qu'on a de la chance de travailler dans le secteur du numérique, qui est un secteur vraiment très, très porteur et un des secteurs qui recrute le plus. Paradoxalement, la crise sanitaire a aussi eu pour effet de faire que les entreprises soient obligées de se transformer digitalement rapidement, et à pousser en fait les entreprises à généraliser le télétravail et la communication à distance. Donc, elles doivent s'équiper, elles doivent travailler sur des projets. Nous constatons depuis plusieurs mois, comme je le disais, une très forte hausse des demandes clients, et ce qui est propice au recrutement, avec le retour d'une capacité chez nous à intégrer des personnes plus juniors à horizon 2022. Et notamment des personnes qui seront issues de la reconversion professionnelle, évidemment. Merci beaucoup. Laetitia, même question, plutôt côté école. Comment la crise sanitaire ou le Covid a impacté la formation, l'intégration des profils en reconversion? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après Covid? Alors oui, clairement, il y a eu un impact. Nous, on l'a vu. Alors, on a eu un projet qui s'est terminé en mai 2020, donc qui était vraiment à cheval sur le début de confinement, qui a dû basculer à distance. Donc, par chance, ce groupe-là a eu un mois en présentiel, mais clairement, voilà, une formation entièrement à distance, on sait que voilà, ça nécessite un vrai investissement et parfois un accompagnement qui peut s'avérer plus complexe à mettre en œuvre. Donc, ça nous a obligés aussi, organismes de formation, à revoir nos modalités pédagogiques, à repenser nos formations pour sécuriser l'apprentissage des participants. Ça, c'est une première chose. Donc, on a dû ajuster. Et puis, comme l'a dit Karine, en effet, il y avait les engagements qui avaient été pris pour ces formations. Les formations initiales ont été maintenues. En revanche, pour les quelques projets, par exemple, que nous avions programmés sur l'automne, eh bien là, nous avons dû reporter ces projets. Et il est vrai que sur le marché de la formation, on l'a vu, il y a eu un vrai ralentissement sur le deuxième semestre 2020. Et puis, un départ depuis février-mars. On voit que les projets de formation repartent. Il y a eu pas mal de formations courtes, mais également les titres professionnels qui ont repris. Et puis, il y a ce petit coup de pouce aussi de par l'aide à l'embauche de l'alternance qui vient vraiment en soutien des entreprises. Donc, qui laisse aussi davantage la porte ouverte à des parcours en alternance et offre aussi une autre solution aux entreprises, de s'inscrire sur le plus long terme dans une évolution professionnelle, dans un projet professionnel avec les participants. Donc là, ça repart. On est ravis de pouvoir accueillir de nouveau des personnes en reconversion professionnelle et pouvoir du coup les accompagner pour mieux prendre en main leur métier de demain, aider les entreprises aussi à créer ces parcours sur mesure qui vont les aider à recruter de futurs talents. Et d'ailleurs, il me semble que l'aide exceptionnelle pour l'apprentissage a été rallongée. Avant, c'était jusqu'à décembre 2021. Là, c'est
reporté jusqu'à même juin 2022, ce qui laisse encore l'opportunité de recruter des profils en reconversion et en apprentissage. Merci à tous les trois, à toutes les trois, tous les trois. L'inclusivité dans le langage parlé, c'est parfois compliqué. Merci pour vos réponses. Alors, je vais laisser la parole à Paul, Inès et Romain pour essayer de comprendre comment s'est produit votre projet de reconversion et ce que vous faites aujourd'hui dans ces entreprises. On va commencer par Paul. Alors, Paul, toi, tu as 38 ans. Et en 2017, tu as obtenu ton titre de concepteur-développeur informatique à l'issue d'une formation de 10 mois à l'ENI. Très rapidement, tu as intégré ASI en tant qu'analyste développeur. Et donc, en quelques mots, est-ce que tu peux nous préciser, nous présenter ton métier? Alors, j'ai plusieurs casquettes chez ASI. Principalement, je travaille en tant que concepteur-développeur, c'est-à-dire que je vais étudier les besoins clients afin de leur proposer une solution adaptée et chiffrée, tout en préparant la conception technique afin d'accompagner le développement qui pourra être réalisé soit par moi-même, soit par des juniors. Je réalise bien sûr des développements, principalement sur la technologie Java, mais aussi, depuis maintenant 3 ans, c'est ça, j'interviens en tant que formateur en interne sur diverses technos. Et dernièrement, donc depuis 1 an, j'interviens en tant qu'expert technique, alors en interne pour la gestion de nos environnements de recettes et d'intégration continue, mais aussi auprès des clients pour réaliser des livraisons ou de la maintenance sur leurs environnements. Merci. 10 mois de formation, c'est court. Comment s'est déroulée ton intégration chez ASI? Est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ces quatre belles années au sein de l'entreprise? Alors, 10 mois de formation, c'est en effet court pour vraiment apprendre un métier. Alors, on va surtout y acquérir les bases qui vont nous permettre ensuite de s'adapter à la demande de l'entreprise. Et quand je suis arrivé chez ASI, donc de par mon stage de fin de formation, dès mon arrivée, j'ai été intégré dans un projet qui était en cours, qui venait de démarrer. Donc, j'étais vraiment au tout début, comme les développeurs qui commençaient. On avait un lead dev, donc un développeur expérimenté qui en plus me chaperonnait et qui était disponible pour moi. Et dans le courant de la première semaine, on a tout de suite eu 2-3 jours de formation pour se mettre, pour pouvoir s'approprier la technologie qu'on utilise. Donc ça a été vraiment un accompagnement qui a été poussé. Et par la suite, ensuite mon évolution au sein de la boîte, de par ma vision des CP sur mon travail et les retours positifs des clients, j'ai pu évoluer graduellement vers le poste que j'occupe actuellement. Et c'est pas terminé. Je compte bien encore gravir quelques échelons. Alors, une question que je n'avais pas forcément préparée, mais qui me vient tout de suite, sur la question de la légitimité. Alors, cette question, généralement, on la pose aux femmes, et j'ai envie de te la poser à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères développeur, et est-ce que voilà, tu assumes aujourd'hui ce rôle? Ah, totalement, totalement. Là, je pense qu'il a fallu un petit peu de temps au départ, histoire de se sentir bien à sa place, mais très rapidement, quand on voit qu'on a des retours positifs et autres, on gagne de la confiance et on se dit, bah voilà, c'est bon, c'est mon métier maintenant. Ce que j'ai fait avant, c'est des expériences passées qui servent, ou qui peuvent ne pas servir selon ce qu'on a eu. Mais maintenant, mon métier, c'est, dans mon cas, développeur. Merci, merci beaucoup, Paul. Bonjour Romain, alors toi tu as 24 ans et tu as suivi la formation Simplon développeur web et mobile en mars 2020, en plein confinement. Sacrée occupation d'ailleurs pendant le confinement. Aujourd'hui tu as rejoint Accenture en tant qu'ingénieur d'études Java. Est-ce que tu peux nous présenter ce métier? Alors on a parlé de Java juste avant. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Ouais, du coup, bonjour tout le monde. Du coup, comme tu disais, moi je reviens de Saint-Plon. J'ai été du coup embauché chez Accenture juste après la formation en tant qu'ingé du coup Java et Angular. En gros, mon travail, donc là pour l'instant je suis chez le client, je travaille pour le client sur une grosse plateforme web où on est 4 équipes et on est à peu près 80 développeurs. Donc c'est un très gros projet. Ça fait 2 ans à peu près qu'il tourne, donc on est sur une fin de vie, fin de projet. Et moi, mon rôle, c'est de faire ce qu'on appelle des user stories. Donc c'est-à-dire qu'on a des features, des choses à faire et on doit
faire ça au niveau du back et du front. Et donc, c'est de créer des features, répondre à des besoins clients et aussi, du coup, résoudre des anomalies, des bugs pour pouvoir, en gros, livrer dans le temps imparti le projet pour le client. Voilà, en gros, à peu près ce qu'on fait en tant qu'ingé dans une structure comme Accenture. Merci beaucoup, Romain. Alors toi, avant d'entamer ta reconversion, tu avais déjà un master en UX, une forte appétence pour le numérique, et tu as quand même choisi de te relancer dans une formation. Pourquoi avoir choisi de te lancer dans une formation aussitôt dans ton parcours et avec ce bagage déjà d'UX designer? Du coup, moi, je me suis pas mal cherché. Au début, j'étais plus dans tout ce qui était design. Donc, du coup, j'ai pu être dans le web design. Donc, j'ai toujours baigné un petit peu dans le milieu du code et du web de par mes études et par mon entourage. Mais j'ai jamais osé sauter le pas parce que je pense que personne dira le contraire. Mais quand on voit les premières lignes de code et qu'on en a jamais tapé, ça fait un peu peur. Donc, du coup, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Donc, voilà, j'ai vogué un peu sur d'autres mers dans le design, le web, etc. Et après, c'était l'été dernier où je me suis dit, bon, j'arrive sur mes 24-25 ans, j'aimais pas trop ce que je faisais, j'étais vite arrivé au bout des choses, notamment dans le design. Et en fait, j'ai toujours été attiré par le code, j'en faisais un petit peu de mon côté, mais voilà, je sentais que je suis autodidacte de base, mais il fallait quand même un tremplin en plus. Et donc, voilà, je suis arrivé à un carrefour et j'ai dit, bon, vas-y, je quitte tout, je trouve une formation, j'évite de refaire une école d'ingé, etc. Parce que bon, j'avais déjà les diplômes et je voulais vraiment aller dans le vif du sujet, d'où pourquoi j'ai pris Saint-Plon. Et voilà, et je regrette rien. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Bonjour Inès, alors toi tu as 26 ans et tu es notre seule femme dans les tables rondes, mais merci d'être présente. Tu as intégré la formation Web Impulse, on en parlait tout à l'heure de Centrale Nantes, le 8 avril dernier, pour valider un diplôme de développeuse web et web mobile. Web mobile, c'est ça? C'est ça. Tu viens de décrocher une opportunité de stage chez Atos en tant que développeuse back-end. Est-ce que tu peux nous présenter ce métier? Alors, du coup, peut-être pour commencer, on va vite fait vulgariser pour ceux qui connaissent pas en fait, le front. On va dire que c'est donc le premier plan, ce qui est visible par l'utilisateur, donc tout ce qui va être bouton, lien, ça va être tout ce qui va être un peu design. Moi, donc, j'ai plus une appétence pour le bac, même si la formation que je fais est super complète sur les deux points. Et donc le bac, oui, donc ça va être plus ce que l'utilisateur ne voit pas forcément, et c'est ce qui permet en fait au site vraiment de fonctionner et d'anticiper en fait toutes les actions de l'utilisateur sur l'interface. Donc les bases de données qui sont raccordées à des serveurs. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, oui, comme je démarre un stage chez Atos dans quelques semaines là, enfin dans un mois en fait, la formation finit dans quelques semaines, un stage de 6 mois, et en fait j'ai cet avantage, on va dire, d'avoir développé. En fait, on a un projet web en sous-groupe durant tout le long de la formation, et en fait, c'est un projet qui a été commandité par Atos. C'est une IHM web qui a un formulaire qui permet la gestion et la génération des jeux de données de test pour les tests applicatifs. Et du coup, en fait, mon stage chez eux, ça sera dans la continuité de ce projet-là, parce que donc là, vu notre niveau, on n'a pas pu non plus énormément développer beaucoup de fonctionnalités, mais donc ça va être la continuité de ce projet et pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités et m'exercer sur, du coup, vraiment me spécialiser en PHP Symfony. Est-ce que, juste rapidement, PHP Symfony, pour ceux qui ne savent pas, tu pourrais... Symfony, c'est le framework de PHP. PHP étant un langage de programmation qui fait à la fois du front et du back. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai posé la question à Romain, qui a aussi entamé une reconversion très tôt. Même question pour toi. Pourquoi enclencher une reconversion assez tôt dans ton parcours? Tu as 26 ans. Finalement, ça peut paraître tôt dans un parcours professionnel. Pourquoi se lancer dans un nouveau projet?
En fait, moi, à la base, je viens de l'audiovisuel. J'ai fait une école de cinéma à Berlin où j'ai vécu pendant 5 ans. Et donc, en fait, à la fin, à l'obtention de mon diplôme, je décide de rentrer en France. Donc, mauvais timing, c'était juste quelques mois avant l'arrivée du Covid. Donc, ça a pas été très, très facile de développer, en fait, un réseau dans une ville que je connaissais pas, dans un milieu qui, en plus, n'était pas très facile. Donc voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais ça m'a beaucoup démoralisée. Je me suis aussi rendu compte que c'était un milieu qui me correspondait pas spécialement. Peut-être au niveau misogynie, sexisme, je l'ai assez mal vécu. Et en fait, le numérique, ça me parlait, mais j'avais laissé toujours ça un peu de côté en me disant que, bah voilà, j'avais pas ma place en fait dans un milieu pareil. Et en fait, j'ai eu la chance du coup de tomber sur la formation de Centrale. Et ce qui m'a vraiment en fait poussé à sauter le pas, c'est enfin, la mise en avant des soft skills. Où moi, c'est quelque chose qui pour moi est super important dans ma vie même de tous les jours. Et voilà, en fait, j'ai aucun regret. Et en fait, en plus, j'ai découvert une passion que je connaissais pas. Donc, j'incite tout le monde à pas avoir peur et se lancer, en fait. Alors, merci beaucoup Inès. Justement, tu parlais de un monde qui te paraissait à part et pas le tien. Paul, quand tu étais plus jeune, tu portais déjà un intérêt à ce que j'ai pu comprendre lors de notre préparation pour l'informatique. Pourquoi ne pas avoir choisi cette voie dès le départ? Alors ouais, en effet, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais déjà dans l'informatique, hein. Donc moi, j'avais 10 ans dans les années 90, quand les ordinateurs ont commencé à se populariser dans les foyers. Donc j'étais vraiment dedans et j'avais en plus la chance d'avoir un club d'informatique en face de chez moi, quasiment. Donc c'était pas que pour les loisirs, j'ai pu voir déjà un petit peu les trucs. Donc oui, ça me plaisait énormément. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, j'ai fait un bac S, et arrivé à la fin de mon bac S, bah, j'hésitais. J'hésitais entre l'informatique, qui me plaisait énormément, mais qui était plus comme un hobby, une passion, et j'hésitais avec la physique-chimie, qui était une matière qui me plaisait énormément. Et donc j'ai été voir consulter un conseiller d'orientation, et qui m'a dit, bah, en ce moment, tout le monde part dans l'informatique, donc et on connaît pas le marché. Donc c'est un marché qui risque sûrement d'être bouché. Donc partez plutôt sur la chimie où il y a des opportunités. Et bah, je suis parti dans la chimie et pas trouvé de boulot malheureusement. Donc 15 ans plus tard, voilà, on rectifie le tir et on se passe sur pas mes premiers amours, mais pas loin. Donc finalement, on parle souvent du cliché, des clichés qu'on peut avoir sur l'informatique ou sur la mauvaise orientation, notamment pour les femmes, et on se rend compte que les hommes aussi ont pu se retrouver face à ce constat-là. Merci Paul pour ton témoignage. Inès, tu en parlais tout à l'heure, tu n'avais jamais écrit une ligne de code avant d'entamer ta formation Web Impulse. Quelle image avais-tu de l'informatique ou du numérique, le mot que tu mets derrière? Euh, je pense comme beaucoup de gens, une espèce de geek un peu associable, un peu fou d'algorithmes. Mais ça s'est très vite balayé parce que j'avais quand même des développeurs autour de moi. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est assez impressionnant. Avoir un écran avec une interface de programmation, c'est toujours assez impressionnant. Euh, En fait, moi, c'est vrai que ça m'a rassuré aussi que la formation ne demande pas du tout de prérequis, même si j'avais commencé un petit peu voilà, les bidouillages de HTML, CSS, essayer les petites commandes de terminal, etc. Et en fait, je sentais que ça me plaisait, mais j'avais aucune connaissance de ce milieu-là, et je pense que aussi là, ce qui est important dans le processus de reconversion, c'est de déconstruire en fait toutes ces idées reçues, et de en fait juste d'aller se faire sa propre idée. Et c'est un milieu qui a, je pense, qui est en perpétuelle évolution. Donc les développeurs d'hier ne sont pas les développeurs d'aujourd'hui et ne seront pas les développeurs de demain. Et d'où là aussi, je pense, l'avantage d'avoir des profils différents. L'avantage d'avoir des femmes, l'avantage d'avoir des étrangers, c'est aussi qu'en fait, ça alimente perpétuellement un domaine qui en a beaucoup besoin. Merci beaucoup. Romain, toi, après la formation Simplon, finalement, qu'est-ce que tu retires de cette expérience scolaire et en tout cas, qu'est-ce que tu y mets derrière aujourd'hui?
Du coup, ce que je retiens, euh, alors que déjà, Simplon, c'était top, parce que on te met pas en fait dans une classe où on a des cours théoriques, etc. Et c'est ça que je recherchais, et c'est ça que tout développeur devrait rechercher, à mon avis en tout cas, parce que la théorie, ça va 5 minutes, mais en fait, si tu mets pas les mains dans le cambouis, ça marchera pas. Il faut vraiment aller dedans, il faut aller se casser les dents sur tes premières lignes de code, sur tes premières choses à faire. Et c'est comme ça que tu vas apprendre, en fait, c'est en faisant des erreurs. Et je pourrais citer des milliers de choses, mais c'est comme ça que tu apprends mieux. Donc du coup, ça, Simplon met bien ça en évidence, un peu du style un peu à la école 42, sauf qu'on ne forme pas des ingés, mais on forme des devs. Et du coup, c'est vraiment pas mal là-dessus. Après, j'ai appris à travailler en groupe, parce qu'on travaille quasi que en groupe. On a toujours plein de petits projets par semaine. Ça, c'est aussi vraiment bien. On peut apprendre aussi, du coup, à partager son expérience, à parler avec d'autres personnes de ce qu'on a fait, sur quoi on bloque, apprendre à gérer la frustration qui arrive. Et après, par exemple, là, plus personnellement, mais au niveau de nos intervenants, qui nous ont bien aidés, qui nous épaulent quand même, et surtout qui nous rassurent parce que, comme disait Paul, au début, on a forcément le syndrome de l'imposteur, on l'a encore, on l'a peut-être même toujours, je pense, qui fait que on se sent pas légitime à parler de telle ou telle chose avec quelqu'un, on se sent pas légitime non plus à faire telle ou telle chose, où on se dit que voilà, on n'est pas bon, etc. Et c'est vrai qu'au début, on n'est pas très bon, et c'est normal. Mais en tout cas, moi, je sais que Simplon, ça m'a bien aidé là-dessus, dans le fait de dire que c'est normal de se planter, t'es junior, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et en fait, quand tu arrives en entreprise, bon, tu prends une grosse claque, mais ils te disent aussi que c'est normal de te planter. Et du coup, c'est vraiment un fil continu. Et là-dessus, c'est sur ça que Simplon m'a aidé dans cette reconversion. Merci beaucoup, Romain. Paul, alors toi, tu en as parlé tout à l'heure, tu as un doctorat en chimie. On le dit souvent, la reconversion, c'est pas une remise à zéro, mais c'est continuer et de capitaliser sur peut-être des expériences passées. Pendant ton parcours professionnel, tu as enseigné pendant 3 ans avec ton doctorat en chimie. Quelles sont aujourd'hui les compétences de ton expérience passée qui se révèlent être de véritables atouts dans ta nouvelle vie? Alors, de par ma formation scientifique, j'ai une notion de réflexion qui est assez poussée et ce qui me sert énormément dans mon métier actuellement, que ce soit la compréhension des besoins, que la conception et la réalisation pour répondre justement à ces besoins. De plus, de par ma thèse, donc j'ai réalisé de la conduite de projet pendant 3 ans, avec des enjeux qui étaient importants derrière, en tout cas importants personnellement pour moi à l'époque, ce qui est aussi un avantage là au jour le jour. Cette conduite de projet est vraiment un plus, c'est-à-dire que non seulement je fais de la conception et du développement, mais j'ai aussi cette vision dans la durée qui permet d'accompagner les chefs de projet sur ce qu'on est en train de mettre en place ensemble. Pour l'enseignement, oui, j'ai toujours eu un côté pédagogue, et c'est pour ça que je me suis essayé à l'enseignement, donc pendant 3 ans. Et cette expérience, je la revalorise encore aujourd'hui avec les formations en interne que je donne chez ASI, et même l'aide que je fournis au jour le jour avec les développeurs juniors. Merci beaucoup, Paul. Alors justement, question pour ASI. Quand vous recevez le CV d'un profil de la reconversion, quels sont un peu les éléments que vous regardez et pourquoi avoir retenu la candidature de Paul il y a 4 ans? Excellente question. Alors, pourquoi on a retenu la candidature de Paul? Pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, il a une très bonne personnalité. Donc, il a d'excellents savoir-être. Donc, comme son aisance relationnelle, vous avez pu le constater, qui lui a permis de s'intégrer facilement aux équipes. On a aussi été extrêmement intéressé par son parcours professionnel et notamment par son cursus scientifique. Donc, il a des aptitudes de réflexion, de logique, tout comme sa capacité à conduire des projets dans le cadre de sa thèse. Il a été enseignant aussi par le passé, donc il aime partager ses connaissances et il a un très bon sens de la transmission, donc de ses savoirs. C'est essentiel maintenant dans nos métiers. Et surtout, la maturité et le sens qu'il a su donner à son projet de reconversion nous a convaincus et donné envie de l'intégrer dans les équipes. Merci beaucoup et c'est important, je pense, d'insister sur ce savoir-être. On en parle souvent. Ça fait partie aussi des résultats de l'enquête de l'ORCN, on en parlait tout à l'heure, qui date, je crois, de 2019, où les compétences techniques
arrivent après les compétences comportementales dans un process de recrutement. Une entreprise est prête à former sur ces process, sur ces outils, mais par contre, il y a un savoir-être qui doit être acquis, en tout cas, qui est important et à valoriser. Merci pour ces éléments. Inès, selon toi, on en parle encore, hein, c'est cette question des compétences et des compétences humaines, soft skills. Quelles sont les compétences précieuses à avoir pour réussir son projet de reconversion dans le numérique? Alors, c'est pas une compétence, mais pour moi, la base de tout, c'est la volonté, en fait. C'est la motivation, c'est la détermination, et c'est ce qui, pour moi, s'il n'y a pas ça, bah, peut-être, hein, qu'il y en a qui réussissent sans, mais pour moi, c'est ça avant tout. La faculté, pour revenir sur les compétences, on va dire, le savoir-être, ce serait peut-être cette faculté à s'adapter perpétuellement, la curiosité, l'entraide. C'est quand même, on vit, faut pas penser qu'en fait un développeur il est tout seul dans son coin, on bosse sur des projets, il faut savoir communiquer, il faut savoir s'entraider, il faut savoir échanger. Tout ça, oui, pour moi ça c'est quand même un peu la base d'une bonne reconversion, et c'est vrai que ça c'était super intéressant avec l'école centrale, c'est qu'on a déjà, avant même de commencer les cours techniques, on a eu ce qu'ils ont appelé un séminaire d'embarquement où on a fait des ateliers d'intelligence collective pour justement favoriser la cohésion du groupe au sein de la classe, et on a tout de suite senti que ça a porté ses fruits dès le début en fait. Donc ouais, bon, pour moi ce seraient les grandes compétences à avoir. Et rappeler qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir coder, puisque toi, quand tu as intégré la formation, tu n'avais jamais écrit une ligne de code, et aujourd'hui, tu as même trouvé un stage assez facilement et assez rapidement chez Atos. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Merci beaucoup. Romain, si on revient un peu sur ton processus de reconversion, on sait qu'il y a 1000 possibilités pour entamer une reconversion de formation, les dispositifs, il en existe énormément. Comment s'est déroulé le processus pour toi? Comment ça s'est organisé? Du coup, moi en amont, je cherchais en fait des formations courtes, mais pas trop non plus, parce que pour le coup, des 3 mois, je trouve ça un petit peu vraiment, vraiment juste. Du coup, je cherchais plutôt sur des 6, 7, 8 mois. Et donc, Simplon est sorti. Il y avait les LNI aussi. Du coup, j'ai candidaté un peu à toutes. Donc, on a forcément des tests au début. Si je peux vous rassurer, du coup, c'est pas des tests de code. C'est plutôt des tests de logique, enfin voilà, tous les tests un petit peu de base pour voir la personnalité. Et pour en revenir à Simplon, c'était un test qui était un peu plus poussé. On était sur le Discord de l'école où il y avait en fait les potentiels, on était 70 à peu près, il y avait les potentiels admis où on nous a donné ce qu'on donne, je crois, à la NASA ou je sais plus quoi. En gros, on a un crash sur la Lune et il faut pouvoir on a une liste de matériel et on doit pouvoir prioriser en gros quel type de matériel utiliser et garder. Et donc ça, j'avais jamais fait pour une entrée en école et pourtant j'en ai fait pas mal. Du coup, ça m'a fait, enfin, c'était cool. Et en gros, il regarde en fait comment est-ce que tu interagis avec les autres, surtout ta personnalité, etc. Et donc voilà, c'était comme ça le process de recrutement sur Simplon. Et en amont de ça, il y avait aussi un gros questionnaire sur plusieurs pages, un Google Form pour avoir comment est-ce que quel est ton projet, je pense aussi. Bon après, c'est pas trop à moi de dire ça là-dessus, mais qu'est-ce que tu attends de cette formation et euh, et, euh, et voilà, je sais plus quoi te dire, mais enfin voilà, en gros. Non, c'est bien. Et tu as peut-être les réponses à nous donner pour le crash de la NASA ou pour ceux et celles qui veulent passer leur test chez Simplon. Ouais, je crois qu'il y a les réponses sur Internet. Hein. Ah, d'accord. Merci. Alors justement, question pour Lyubov. On sait très bien que entamer une reconversion, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a quand même besoin de. Alors juste couper le micro en attendant. Juste besoin de quand même de réfléchir. Ça demande un peu de temps pour bien poser son projet. Ça peut être aussi avoir un impact financier, une organisation. Comment je sais que la partie administrative, ça fait partie aussi du process de recrutement des apprenants. Comment vous accompagnez les candidats et candidates sur ce sujet?
Oui, alors tu as tout à fait raison, c'est très important que les conditions, toutes les conditions administratives soient réunies pour pouvoir rejoindre la formation. Donc la première, c'est que les apprenants soient inscrits au Pôle emploi comme demandeurs d'emploi. Donc on s'assure de ça. On les accompagne également, on fait les démarches auprès de Pôle emploi pour être sûr qu'ils soient bien indemnisés pendant la formation, pour qu'ils puissent, qu'il y ait toutes les conditions à la fois financières et personnelles, hein, sur un plan personnel, pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur formation. Et puis après, pendant la formation, on les accompagne également pour toutes les démarches administratives visant l'insertion professionnelle. Donc par exemple, la recherche d'alternance pour voilà, la réalisation de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Donc voilà, on les laisse pas tout seuls, car on sait bien que si toutes ces conditions-là ne sont pas réunies, bah, il y a beaucoup de chances que malheureusement ils puissent pas aller jusqu'au bout de leur formation. Et justement, Lyubov, est-ce que tu peux, toi, par ton expérience, quels sont un peu les éléments qui font qu'à un moment donné, le projet peut échouer au-delà de la partie administrative? Quels sont un peu la to-do list à faire, à checker avant d'entamer, de se dire c'est bon, j'y vais? La principale chose à checker, ça va être la motivation. La motivation des apprenants, car c'est des formations courtes, comme on l'a dit, hein, sur 6-7 mois, voire plus courtes même. Et donc, ça demande un réel investissement. Et il faut que ces personnes-là soient pas juste intéressées par une formation numérique, mais qu'elles aient vraiment la motivation et l'envie de se reconvertir ou d'aller vers ces métiers-là. Et donc, ça veut dire pas juste aller en formation tous les jours, mais travailler le soir, le week-end, penser développement ou code, voilà, 24 heures sur 24. Et c'est seulement avec un engagement comme ça qu'elles peuvent, en une période de temps aussi courte, atteindre leur but et rejoindre la filière numérique. Donc là, c'est la principale, voilà, c'est le critère principal, pardon. Après, il y a toute la partie quand même compétences techniques, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ait déjà voulu apprendre et rechercher à se former un petit peu par lui-même ou par soi-même sur le web, par exemple en trouvant des formations à distance, ou alors qui ait, je sais pas moi, un intérêt pour démonter, remonter un ordinateur sur son temps libre. Voilà, faut qu'il y ait déjà une appétence, je dirais une certaine appétence technique. Et le troisième point, c'est les conditions administratives et personnelles dont je parlais, avoir la capacité de, je sais pas moi, si on a des enfants, d'avoir une garde d'enfants, d'avoir des moyens financiers ou une aide financière pour poursuivre la formation. Voilà. Donc si ces trois volets sont réunis, dans ce cas-là, il y a aucun problème pour que ça se passe bien. Merci beaucoup. Paul, alors on en a parlé tout à l'heure, mauvaise orientation lorsque tu étais plus jeune. On t'a dit l'informatique, ça va vite être bouché, ce serait peut-être mieux d'aller sur la physique-chimie. Finalement, tu reviens à tes premiers amours. Comment ton entourage a vécu ce switch, en tout cas ton projet de reconversion? Bah, moi, j'étais dans une impasse professionnelle. J'avais épuisé un petit peu toutes mes options. J'avais cherché dans le domaine public, dans le domaine privé pour la chimie. Je me suis essayé à l'enseignement, histoire de continuer à valoriser mes 8 années d'études. Et ça le faisait pas non plus. Donc, ça a été bien accueilli dans mon entourage. Et puis, moi, ça m'a permis de retrouver une perspective. Après, des inquiétudes, bah, il y en avait, parce que je tournais le dos à 8 ans d'études pour passer sur un nouveau métier. Alors, l'informatique, j'en avais fait un tout petit peu pendant ma formation universitaire, et puis j'en avais fait quand j'étais plus jeune, donc c'était pas que de l'inconnu, mais quand même, c'était pas rien. Mais après, l'avantage que j'ai eu, c'est de par ma formation, moi, quand je me suis présenté à l'ENI, je visais la formation qui était Bac+2, parce que pour la formation Bac+4, il fallait déjà avoir un certain diplôme dans l'informatique et autres. Je me suis dit, bah voilà, je repars vraiment tout en bas de l'échelon. Et de par ma formation scientifique, ils m'ont proposé directement de pouvoir passer sur le Bac+4. Donc il y avait déjà ce petit premier point positif. Et puis après, j'ai senti dès les premiers jours de formation que ça allait le faire. Par contre, bah, point négatif, ma formation de Bac+8, qui fait que d'un point de vue du financement, la plupart des organismes, tous les organismes, dans mon cas en tout cas, ne pouvaient rien faire pour moi,
passer d'un bac+8 pour financer une formation bac+2 ou bac+4, alors qu'il y a des personnes qui sont pas diplômées et qui veulent passer les mêmes formations. C'était logique et je le comprends. Donc, ce qui fait que j'ai dû financer ma formation par moi-même. Merci beaucoup, Paul, pour ton témoignage. Je vois qu'on arrive à la fin. Alors, il me reste encore 2 questions. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi en tant que participants et participantes. J'ai vu que nos structures partenaires étaient aussi réactives pour répondre dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Inès, on parlait tout à l'heure du manque de femmes dans les métiers du numérique. On sait qu'elles sont encore sous-représentées, notamment dans les fonctions techniques. Être une femme dans un univers masculin, comment est-ce perçu? Est-ce que tu peux rassurer peut-être les femmes qui pourraient se poser la question d'y aller ou pas? Pardon. Alors moi, c'est vraiment mon expérience personnelle et c'est aussi les retours que j'ai. En fait, on est super bien accueillis. Enfin, je trouve que c'est un milieu. Il faut pas penser qu'en fait, il n'y a pas de femmes parce que elles n'ont pas leur place ou qu'elles sont réduites à du design, Non, je pense que c'est juste les femmes qui ont peur de venir en fait. Mais moi, je me sens bien. Je suis très bien acceptée par mes compères. Après, je suis pas encore en entreprise, mais en tout cas, dans la formation et dans l'évaluation de mes compétences, je me sens complètement à ma place. Après, bien sûr, on parle encore du syndrome de l'imposteur. Je me sens pas du tout développeuse. Et oui, c'est normal en fait d'avoir des doutes. C'est normal de se dire bon, mais peut-être qu'un homme, mais ça après c'est aux femmes de le déconstruire, c'est pas au domaine en fait. Le domaine il est prêt à nous accueillir et je motiverais beaucoup les femmes à sauter le pas parce que c'est un milieu qui en a besoin. Mais je sais que ouais, on a notre place et on nous le fait savoir et ça c'est important je trouve. Merci Inès. Alors justement, une autre question non préparée pour Karine et Lolita sur la question justement de la mixité dans le numérique et d'avoir plus de femmes dans le numérique. Vous, de votre côté, comment vous essayez de travailler sur ce levier-là et de faire qu'à un moment donné, plus de femmes viennent dans vos métiers? Excusez-moi, j'avais un petit problème de micro. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les actions, le constat qu'on pourrait dresser, c'est qu'effectivement, au niveau des études, post-bac, peu de femmes en fait s'orientent dans les métiers du numérique. On va plus facilement orienter les femmes dans des filières plutôt en biologie, ce type de choses. Et donc du coup, la pénurie, elle commence déjà au niveau des études supérieures. Donc, il y a tout un travail de pédagogie à faire auprès des jeunes, dans les écoles, au collège, au lycée, quand on commence à penser un peu à son orientation future. Donc, je sais que la branche, en tout cas, du numérique, met en place, fait des actions justement pour parler, pour communiquer sur les métiers du numérique et notamment auprès des publics féminins. C'est aussi, nous, côté recrutement, participant à des événements qui vont être ciblés pour les femmes. Et puis après, par le biais aussi de la reconversion, parce que c'est aussi un moyen d'attirer des femmes dans les métiers du numérique. Donc, merci beaucoup. Effectivement, vous êtes assez actif aussi sur différents événements pour porter la voix et montrer que c'est accessible à tous et à toutes. Merci. Alors, dernière question avant de se quitter, bons amis, et n'hésitez pas si vous avez aussi des questions avant de conclure. Romain, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait faire carrière dans le numérique et qui souhaite se lancer dans ce secteur-là? Du coup, dans le numérique, c'est hyper vaste le numérique. Pour le coup, je vais me permettre juste de répondre pour le web, notamment pour le mobile, pour la reconversion au niveau du dev. Le conseil, du coup, on l'a déjà dit, mais en gros, il faut charbonner. Ça veut dire que surtout sur des conversions comme ça, des reconversions, un 9h, 17h, ça peut le faire, mais sur plusieurs années. Si on fait du 6-7 mois, et je suis témoin, j'en ai vu beaucoup dans ma formation, si on fait juste ces horaires classiques, ça va pas marcher, ou en tout cas pas aussi vite qu'on l'espère. Du coup, il faut vraiment y aller. On ne demande pas forcément d'être passionné.
il y en a plein qui sont pas passionnés et qui y arrivent. La passion, je trouve qu'elle vient surtout quand on travaille et qu'on devient bon, en fait. Il faut juste être intéressé, c'est déjà un bon point. Intéressé, avoir de la motivation, comme elle disait Inès, travailler. Donc voilà. Après, faut pas avoir peur de se prendre des retours de bâton, de prendre des stops, etc. C'est normal en fait de faire des erreurs. Faut savoir se remettre en question aussi, être ouvert. Et voilà. Et après, sinon, le réseau. Dans le réseau, c'est comme ça que ça marche, surtout dans ce milieu-là. Et pour rebondir sur ce qu'elle disait Inès, au niveau des femmes dans le numérique et particulièrement dans le web, par exemple chez nous dans ma boîte, ma lead, donc c'est-à-dire ma responsable, celle qui me forme, c'est une femme et qui est très forte. On a beaucoup de product owners, on a beaucoup de postes de managers où c'est des femmes, on a des dev back en femmes, des dev back où c'est également des femmes, mais en fait c'est pas moi, là-dessus, je dirais juste que en fait, c'est pas un sexe qui va te déterminer si tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de fort ou autre chose, que ce soit homme ou femme. Tu peux très bien réussir dans le dev, même si tu reviens d'une reconversion. C'est vraiment la volonté et le travail qui fera les choses. Et c'est vraiment ces mots d'ordre. Et si vous avez ça, si vous réunissez ça, avec le temps, ça payera. Ça, c'est sûr. Le travail, ça paye toujours. Et voilà. Merci beaucoup, Romain. Et effectivement, je te rejoins. C'est des choses qui reviennent souvent dans les différents témoignages depuis lundi. C'est un métier le numérique, ça évolue très vite. Souvent, régulièrement, ce qu'on apprend aujourd'hui sera peut-être obsolète demain. Donc, on est vraiment dans cette curiosité, de cet apprentissage permanent. Ça demande vraiment d'être passionné par son secteur, par son métier, de s'investir. Quelqu'un qui veut juste avoir un emploi avancera ou évoluera peut-être moins vite que quelqu'un qui a vraiment envie d'aller plus loin, de creuser et de voir comment ça se déconstruit, en tout cas sur comment fonctionne un peu la machine. Et effectivement, je rejoins un peu aussi sur le numérique. Ce n'est pas juste quelqu'un derrière son ordinateur. Et il y a vraiment ce côté équipe qui est hyper important. Le numérique se construit, innove grâce à la collaboration. C'est en partageant et en collaborant et en apprenant ses erreurs que le numérique évolue. En tout cas, merci pour vos témoignages. Il est 13h32. Je pense que nous avons tenu le rythme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai vu que vous y avez répondu au fil de l'eau. Vous êtes parfait et parfaite. Merci en tout cas pour votre présence. Moi, je vous donne rendez-vous à tous et à toutes le 21 septembre à la Halle 6 Ouest à Nantes pour découvrir les organismes de formation, les entreprises et les partenaires dans l'emploi pour continuer à avancer sur votre projet de reconversion. En tout cas, l'événement est fait pour ça, pour pouvoir répondre à vos questions, continuer la rencontre, continuer les échanges. L'inscription est obligatoire. Malheureusement, Covid oblige, l'inscription est obligatoire. Vous allez recevoir un mail avec ces informations pratiques. Merci. Bonne journée et bon week-end à tous et toutes. Je vous retrouve le 21 septembre et merci encore pour ces échanges. Très bonne journée. À bientôt. Très bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci.